des clés de résilience. Des clés de résilience, des voies de renaissance. Altercop écoute attentivement les parcours de vie remarquables de citoyens qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur action quotidienne en la teintant de l'énergie de la résilience. Accidents de vie, maladies, remise en question profonde. Il nous invite tous à rebondir en toutes circonstances. Nous vous partageons les témoignages d'hommes et de femmes éprouvés et engagés qui nous éclairent sur l'espoir toujours vibrant à saisir en ces temps de turbulence. Il nous incite à retrouver du souffle et à notre tour à mobiliser nos clés de résilience. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Je te remercie d'avoir répondu à cette invitation de chez toi vers chez moi. Voilà, nous vivons une période singulière de notre humanité. Individuellement, nous avons sans doute vécu des choses et peut-être que le partage de ce que cela nous a fait pourrait peut-être être utile à des personnes et c'est à cela que je te convie. Bien, merci de m'avoir convié à ce rendez-vous et de me faire sortir un peu de ma grotte là, dans laquelle j'étais réfugié depuis quelques semaines et d'aller dans cette énergie-là de la rencontre. Merci. Avec plaisir. Peut-être on peut commencer par ta grotte. Donc, visiblement, l'énergie ne nous a pas fait travailler la même chose à chacun. Est-ce que tu voudrais partager ce que tu as envie de partager de la grotte? Et en fait, moi, je me suis auto-confiné le 14 mars, donc avant même qu'on le décide ici en Belgique, parce que je m'étais rendu compte par certains contacts que j'avais dans l'Est de la France sur la réalité du terrain. Et à ce moment-là, j'ai pris cette température-là. Je me suis dit, bon, il y a vraiment un gros souci. Qu'est-ce que je peux faire? À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est de me dire, bon, ben, je peux au moins contribuer à ne pas aller répandre une pandémie si j'en suis porteur, c'est trop jamais. Donc, je m'enferme chez moi. Et je suis resté assez sur cette position pendant plusieurs semaines, parce qu'en fait, l'énergie est arrivée comme ça aussi chez moi. J'avais du coup sorti tous les livres que j'avais pas pu lire depuis longtemps, qui commençaient à s'accumuler. J'en ai plein ma table de salon. Je me réjouissais de ça, de voir les films que j'avais envie de voir. Et en fait, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'arrivais pas à me mobiliser. J'étais dans une espèce d'état second. Voilà. Et l'énergie me disant toujours reste là, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Donc à ce moment-là, je me suis pas mal retiré des réseaux sociaux. Je dois même faire un post là-dessus en disant bon voilà, je sais pas ce qui se passe, mais on va accompagner ça. Et en fait, l'expérience que j'ai fait pendant cette période-là, c'était surtout de me reformater quelque part. C'est un peu comme faire delete, hop, on nettoie tout et on nettoie le disque dur, quoi. Et je crois que j'ai été en reformatage. Et je me souviens très bien, le premier week-end, le samedi, je me suis dit, oh, je ne mets pas mon réveil, demain c'est dimanche. De toute façon, pendant cette période-là, c'était tous les jours dimanche. Et je me suis éveillé à 9 h du matin, j'ai ouvert les yeux, il y avait du soleil. Et première pensée, il y a du soleil, il faut que j'en profite. Et mon corps avait envie de rester au lit. Je me suis dit, tiens, là, il y a déjà une information. Et je me suis dit, je vais écouter ça. Et du coup, je suis resté 2 heures dans mon lit à observer ce qui se passait. Et en fait, j'ai vu que j'avais des injonctions qui venaient de la tête. Il fait beau, faut en profiter. Tu dois faire du yoga, n'oublie pas ta méditation. Toutes des injonctions qui paraissent sympas puisque c'est au service, soi-disant, du bien-être. Mais chaque fois que j'avais une injonction, mon corps avait un stress. Et j'ai observé le stress dans mon corps. Je me suis dit, là, il y a de l'information. En fait, les injonctions qui viennent là, elles viennent d'un rapport à l'extérieur, même quand c'est du bien-être. Hein. Il fait beau, il faut en profiter, ça vient d'où? Un enfant ne se dit pas seulement le matin, il y a du soleil, il faut que j'en profite. Il le vit, c'est tout. Et, et par contre, ça ne venait pas d'un élan vital intérieur. Et donc, je me suis vraiment forcé ce matin-là à vraiment rester connecté à l'énergie dans mon corps. Et là, je sentais que l'énergie était au repos, mais c'est jamais statique une énergie. C'est toujours hyper lent, mais c'est toujours là. Et puis qu'à un moment donné, j'ai fait confiance que hop, l'énergie a envie de se mettre en mouvement. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, en fait. Au début, je ne mangeais presque plus. En fait, j'avais plus faim. J'avais des faims à midi, aux heures. On dit il est temps de manger, qu'est-ce que je vais manger? Ben non, en fait, mon corps n'a pas faim. J'ai mangé nettement moins, à pas d'heure non plus. Hein. Je prenais mon premier repas à 16 h, par exemple.
et vraiment de me remettre en reformatage organique. Et ça a été un sujet un peu d'exploration et un sujet aussi qui reste un sujet d'interrogation, mais qui n'est pas nouveau. Ça, c'est vraiment mon interrogation depuis très longtemps, c'est de me dire, mais comment pouvons-nous vivre ensemble organiquement? Parce que si chacun y va comme ça, ben, ça va être un peu difficile. Il y en a un qui mange à 4 heures, l'autre à 2 heures. Et où est la limite entre tout ça? Mais en tout cas, je me suis donné cette période pour déjà récupérer au niveau individuel quelque chose un espace que je récupère, avec lequel je peux alors retourner vers le collectif en me disant qu'est-ce que je peux un peu réprimer ou supprimer de cet espace tout en restant aligné pour être au service du collectif. Mais si ça n'est pas mis en place au départ, c'est-à-dire si je ne suis pas déjà installé complètement en connexion avec le vivant, je ne crois pas que je pourrais contribuer à un collectif qui serait vraiment vivant et en santé. Donc ça a été une période propice à ça pour moi, pour me récupérer. Après une année qui avait été effectivement assez à me porter à l'extérieur, à beaucoup voyager, beaucoup bouger, déménager en plus. Donc j'ai vécu cette période en me disant, mais c'est très paradoxal et c'est vraiment tout le paradoxe de l'incarnation. C'est en même temps tragique. Sur le plan humain, il y a des choses tragiques qui se sont passées et qui se passent encore. Et en même temps, c'est un moment de bénédiction. C'est vraiment un moment heureux d'avoir ce temps à soi. Alors évidemment, tout le monde ne l'a pas vécu comme ça. Hein. J'ai des amis qui étaient en télétravail. Là, en télétravail, ils étaient encore plus crevés qu'avant. En plus, il y avait les enfants, l'école, etc. Mais voilà, j'ai vécu ça comme ça et avec des petits moments d'angoisse en me disant mais bon Dieu, moi j'ai pas de réserve, là j'ai plus de boulot, j'ai plus de rentrée, comment je vais payer mon loyer? Et là de nouveau, ça a été vraiment une période pour pouvoir approfondir encore plus ma confiance en la vie, en disant je m'en remets à la vie. La vie jusqu'à présent ne m'a pas laissé tomber, c'est moi de temps en temps qui la laisse tomber. Donc je vais faire confiance et j'ai eu 2-3 moments comme ça où au moment où j'ai vraiment senti que je m'en remettais à la vie, dans les 2-3 heures qui passaient, il se passait un truc qui m'apportait de la sécurité, un truc improbable. Et ça, c'est magnifique parce que enfin, c'est ce que j'appelle moi la magie de la vie. Ce que je crois qu'on appelle les miracles, je crois que c'est quand on est connecté totalement au vivant et du coup, il se passe des trucs. Mais on est tellement rarement totalement connecté au vivant que ça ne se passe pas souvent. Donc, du coup, on appelle ça des miracles. Mais je crois que c'est vraiment ça le miracle, c'est de pouvoir être dans cette magie de la vie et ouais, c'est vraiment, c'est comme quand on dit qu'on rend son dernier souffle. Et je crois qu'on doit le rendre tous les jours, tu vois, de se dire, je me donne à la vie. Je ne vais pas donner d'amour, je me donne à l'amour. Et voilà, ça a été une période qui m'a permis d'avoir du temps pour explorer tout ça et continuer à le mâchouiller, quoi. Voilà un petit peu ce qui s'est passé dans ma grotte. Et là, de tout ça, de me dire, je ne sais pas comment je vais travailler, je ne peux plus faire mes groupes, je dois annuler mes trucs, mes séminaires et tout ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je ne peux pas redevenir architecte parce que là, je suis dépassé maintenant. Et là, ça vient. Je te propose, avant de rentrer dans la phase suivante, passe un écho de grotte à grotte. Moi, ça m'a bien amusée. Alors, pas pour les choses dramatiques, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais le moment m'a beaucoup amusée puisque j'ai essayé depuis 7 mois d'avoir un temps dédié pour un projet qui nécessitait justement un projet d'écriture. Et je m'étais dit, voilà, depuis... Enfin, c'était même avant, mais on va dire que depuis septembre, j'essayais d'élaguer, d'avoir de l'espace pour ça, et je n'y parvenais pas. Donc, quand c'est arrivé, quand le Covid et surtout le confinement sont arrivés, j'ai effectivement eu toutes les pensées pour les personnes qui vivaient ça douloureusement dans leur chair. Personnellement, puisque nous parlions de grotte à grotte, j'ai dit quel cadeau du ciel, merci. Et puis, j'ai été dans la naïveté de croire que j'allais pouvoir faire ce que je voulais. Et en fait, la vie m'a apporté autre chose. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Donc,
comme j'ai l'habitude, quand je fais quelque chose, d'être en position méta en permanence. Alors, méta, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est être distancié de soi-même, tout en étant soi-même, évidemment, mais se regarder en train de faire ou de penser ou de ressentir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire vraiment ce que la vie veut m'agir ou est-ce que je m'agite? Donc, je voulais vérifier ça en moi. Est-ce que je suis dans une justesse vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la vie et des propositions qui sont faites? Et est-ce que je ne suis pas dans un fonctionnement de répétition qui ferait en fait l'économie de ce moment introspectif? Tu vois, je peux quand même pas faire comme toi les accompagnements que je fais et ne pas me poser la question. Bon. Mais non, la réponse a été très claire. J'ai senti que ce que je faisais était juste, je ne sais pas s'il était pour les autres, mais en tout cas, il était juste dans mon alignement personnel. Nous avions créé un groupe en 2015 suite aux attentats de Paris et j'ai eu l'élan de le raviver, ce groupe, en disant il faut peut-être qu'il y ait un espace qui apporte du bien-être, du soutien, du positif, un espace d'espoir, d'enthousiasme et de proposer quelque chose. Donc j'ai commencé à proposer, puis j'ai trouvé que c'était quand même plus juste de mobiliser des personnes qui ont la gentillesse d'avancer avec moi, donc une petite fraternité humaine, de dire est-ce que vous seriez d'accord pour faire ensemble? Et donc, ils ont été d'accord. Donc, c'était chouette de voir chacun prendre sa place avec une proposition, un atelier, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose de très organique, à la fois dans les personnes qui proposaient et à la fois dans les personnes qui participaient. Il y a eu quelque chose qui a bougé comme ça. Et chaque semaine de ce qui s'était passé, on s'est reconfiguré, on s'est adapté, on a fait autre chose, on a fait autrement. Et au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui venaient. Puis c'est chouette parce qu'il y a une semaine où j'avais plus de place. J'ai dit, ça c'est bien, ça c'est réussi. Et puis, voilà, c'était très joli comme expérience. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences comme ça. Donc, il y a eu ça qui m'a vraiment fait expérimenter comme toi l'expérience du Zoom. Alors, première soirée en mode albinos, première semaine en mode albinos, je dis, non, ça ne peut pas être possible. Et voilà, quelque chose qui s'est passé, mais je sais que tu vas y rebondir dessus. Mais comme c'était ma grotte à moi, je parle de cet élément-là. Et donc, tout du long, j'étais quand même très en questionnement sur qu'est-ce qui se passe pour moi. Bon, à part ça, il s'est passé une chose aussi, c'est que deux amis, dont une amie très proche, étaient vraiment en fin de vie. Donc, je suis heureuse de pouvoir citer son nom, même si peu la connaissent. Donc, il y a eu mon amie Isabelle Mess, qui était donc une compagne complice de notre petite fraternité depuis 10 ans, enfin plus de 10 ans même. Donc, c'est pas pareil de perdre une amie que de perdre quelqu'un comme toi avec Stéphane ou d'autres, avec qui on chemine en profondeur, en authenticité depuis très longtemps. Ça fait quand même quelque chose. Et puis, Alain Aubry, de l'autre côté, donc plus connu, qui lui aussi était en train de se battre avec le cancer. Donc, chacun se battait avec le cancer et moi, j'ai été très mobilisée à titre individuel, pas en présence avec d'autres, pour faire des méditations, des prières, des soins, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, en tout cas, ça a été très, très présent. Plus d'autres, mais là, je parle de ceux qui étaient les plus proches. Donc, c'est pas rien de se dire, là, je serais quand même très contente de me mettre sous la couette et puis d'avoir des gens comme ça qui disent, non, mais moi, je suis en train de changer de plan, j'ai besoin que tu sois là, quoi. Voilà, donc j'ai dit, je vais accueillir sans m'oublier, tu vois, d'être dans le sauvetage. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce qui est juste et est-ce que ça me respecte? De façon concurrente, j'avais engagé une formation, on va dire ça comme ça, enfin un stage, enfin bref, un truc, qui était censé être au plus près de la nature, au plus près de l'invisible, au plus près du perceptif naturel. Eh bien sûr. Et donc, je me suis dit, je fais quoi avec ça? Et donc, j'ai recomposé ça. Alors, c'est pas sur l'aspect technique que j'en parle, c'est sur l'aspect profond que ça m'a apporté. C'est-à-dire que la vie est vraiment venue me dire, c'est ça que tu dois afficher, pas que tu dois faire, ça fait presque 20 ans que je le fais. C'est plutôt, tu dois l'afficher.
Alors j'ai dit oups, parce qu'à un moment donné, c'est une frontière, quoi. Une fois que c'est fait, quoi. Hein. J'ai dit bon, bah écoute, on va y aller, hein, et puis c'est tout. Donc il y a eu vraiment une décision, mais qui est venue de l'intérieur, de dire tu t'affiches dans cette dimension spirituelle, tu soutiens les gens pour qu'ils s'aident à se redresser, mais voilà, dis-le clairement que c'est aussi avec cette dimension-là. Et de toute façon, c'est très bien que ceux qui ne sont pas en phase avec cette vibration s'en vont et que d'autres qui sont dans cette vibration arrivent. Donc il y a eu ça, et puis après il y a eu aussi un autre moment un peu plus tard. Donc voilà, Isabelle est décédée le 13 avril, Alain est décédé le 26 avril, donc c'était quand même très, très prenant. Aussi, c'est particulier de soutenir un espace de joie et de bien-être et d'être soi-même porté par cette présence, la souffrance sans nier l'émotion et sans y plonger dedans. Donc, quelle posture arriver à garder entre les deux. Du coup, voilà, c'était vraiment très, très apprenant. Et donc, après, il y a eu un autre élément. Je repense à ce qu'on disait avant de rentrer dans l'échange avec cette amie, une amie à toi qui a été en Bretagne et a dit allez hop, je loue une maison. Et voilà, moi, il y a quelque chose qui s'est vraiment clairement déchiré, mais pas au sens douloureux, déchiré au sens du voile qui se déchire. Et il a recomposé en tout cas des décisions que j'avais à prendre par rapport à je m'installe, etc. Voilà. Et du coup, bon, à part le petit clin d'œil, dire vivement que tout le monde soit en train de faire quelque chose, que je puisse partir en vacances. Et ça se dessine la semaine prochaine. Avant de faire le stage en question, là quand même, en vrai, je vais aller prendre des jours pour moi dans la nature pour couper complètement. Donc je regrette pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir écouté chaque jour si ce que je faisais était juste, dans le sens de me respecter. Et quand tu parlais du lien avec la vie, j'avais eu la chance d'être visitée par cet abandon à la vie en 2013-2014. Et là, ça a été une nouvelle étape. Cette fois-ci, c'est une sérénité totale, mais extraordinaire, quoi. Mais alors une sérénité totale. Donc je dis, là, je m'abandonne en grand, et voilà, quoi. Et voilà. Et je crois que c'est vraiment ça que nous sommes invités tous, en fait, chacun à notre niveau, mais je crois que c'est vers ça que nous avons à cheminer, c'est d'être dans cette paix intérieure au maximum pour pouvoir traverser ce que nous avons à traverser. Et vraiment, pour moi, le monde, le soi-disant nouveau monde, ou monde qui vient, c'est de sortir de ce binaire, de soit être dans l'être quand je fais de la méditation, soit je suis ailleurs quand je suis dans l'action. Mais non, ça peut être les deux en même temps. Dans l'incarnation, il y a mon être qui est dans la joie et il traverse des choses difficiles. Voilà, ça fait partie de l'incarnation. Si je veux pas les choses difficiles, ou si je veux créer un monde où il n'y a plus de difficultés, je suis hors incarnation. C'est vouloir faire l'économie d'une rencontre, vraiment d'une rencontre avec ce qui frotte, ce qui frictionne et qui va pouvoir justement éroder jusqu'au noyau de l'être, quoi. La multiprésence, en fait. C'est là qu'il y a quelque chose de subtil à écouter entre l'agitation, donner cette espèce de on est partout, mais en fait, on n'est pas vraiment là. J'appelle la multiprésence, c'est la pleine présence, mais c'est la pleine présence à l'intérieur, à ce qui se passe, à la pluie ou autre, voilà, et d'être dans quelque chose qui est une présence qui s'élargit et en tranquillité, en fait, c'est juste être là. Voilà. Dans une présence qui est holistique, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la conscience maximale, en fait. C'est d'être dans cette présence qui permet d'être en connexion avec des choses que je ne sais pas. C'est-à-dire de pouvoir être dans la confiance que je vais poser un acte là, et il sera juste par rapport à quelque chose que je ne connais même pas, qui n'est pas venu dans ma tête, mais du fait que je suis branché là, je suis branché ailleurs. Ça, c'est toute une préparation c'est tout un chemin de vie aussi, hein, c'est tout
le gros du travail, c'est d'élaguer, en fait, c'est de déblayer pour livrer passage à ça. Et, euh, et ça me titille toujours un petit peu, tu vois, par rapport aux mots qu'on utilise, et notamment la conscience. J'entends beaucoup de personnes parler de la conscience, mais dans certains discours, on ne parle pas du tout de la conscience, en fait. C'est pas parce que je sais que je suis conscient. La conscience, c'est bien autre chose que ça. C'est la même chose avec l'être. J'entends parler d'être, de raison d'être des entreprises, etc. Mais de quoi on parle quand on parle de l'être? C'est le verbe, c'est l'être. Et quand tu parles de l'être, tu parles de quoi, en fait, exactement? Et il y a un tas de mots comme ça qui surgissent et qui vont devoir être explorés, en fait, dans l'expérience. Et je crois que c'est ça qui nous est un peu proposé là maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je suis mélangé entre parfois de l'agacement, de dire oh là là, mais moi, je voulais profiter un petit peu de la vie là, rendez-la moi, et en même temps, émerveillé de vivre ce moment en fait ce que je perçois, c'est qu'il y a un monde neuf qui est devant nous. Et il est tellement neuf que nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Parce que tout le monde qu'on peut s'imaginer ou se dire, tiens, le monde d'après, ça va être comme ça, obligatoirement, je ne le fais qu'à partir des images que j'ai du monde d'avant, soit de ce que je n'en veux plus, de ce que j'aimerais. Et donc, je construis avec cette énergie-là. Et je crois vraiment, et je peux me tromper, bien sûr, mais je crois vraiment qu'il n'y a pas à imaginer ou à vouloir faire des choses, il y a juste à se préparer, à le laisser advenir. Est-ce que je peux me rendre suffisamment poreux, réceptif, offert à être l'instrument de quelque chose qui va se vivre? Et c'est tellement neuf que je ne peux pas l'imaginer. Donc, j'ai bien aimé ce matin, j'ai entendu un texte sur France Inter, une lettre de Cynthia Fleury, et où elle disait « Et nous rirons de découvrir la solution à ce truc qu'on n'aurait jamais imaginé. » Ben oui, soyons prêts à ça, quoi. Soyons prêts à ne pas pouvoir imaginer ce que la vie va nous trouver comme résolution à son passage. On a un livret passage. J'aimais bien quand Christiane Singer disait, mais restez, embrassez tout ce qui vient à vous et livrez passage, livrez passage. Moi, tous les jours, je prie pour ça. Tous les jours, c'est ma demande. Je dis, mon Dieu, mais faites que mon cœur s'ouvre davantage. Il n'est pas assez ouvert. Là, il y a encore de la rouille là sur les charnières. Aidez-moi à ouvrir ça pour être complètement offert, et c'est pas offert dans le sens d'un sacrifice ou d'un martyr qui va peut-être pas du tout ça, c'est dans le sens de pouvoir être vivant jusqu'au bout des ongles avec ce qui se présente de vivant. Ça me fait penser ce que tu dis vraiment au principe du yin et du yang, mais pas dans le raccourci masculin-féminin qu'on en a fait en Occident. Peut-être tu connais Cyril Javary, j'aime bien la profondeur de ce qu'il apporte. Mais je pense que, après on peut le dire comme on veut, mais c'est comme si la vie avait dit « il m'énerve, je vais leur envoyer un truc qu'ils n'ont même pas imaginé, peu importe. » Et ça nous amène à un moment yin extraordinaire. Alors court, parce qu'on voit qu'un yang un peu, enfin pas un peu, très agité, veut reprendre vite la place. Mais je crois que ça embarquait tellement de personnes en profondeur, certains très consciemment, d'autres qui le désiraient profondément, sans très bien savoir quoi, d'autres pas tout à fait consciemment, mais je pense que ça embarquait plein de gens. Et il y a simplement le hiatus, là, dans le court terme, entre la nécessité économique du court terme, mais ces graines qui ont été germées pendant 2 mois, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Ça va transformer des milliers et des milliers et des milliers de gens à une certaine fréquence. Mais voilà, et s'abandonner au vivant, c'est quand même le contraire de notre conditionnement culturel.
progrès, contrôle, je sais ce que je veux. Je parle même pas de notre ami l'ego, mais Mmh. c'est le contraire de notre conditionnement. Et Mmh. c'est de dire je me laisse agir. Mmh. C'est le moment d'une intuition maximale, mais ce qui ne veut pas dire qu'on se décérébrait, qu'on se coupe en deux. Donc Tout on à a fait. toujours la capacité d'analyse et de discernement, mais on accepte qu'elle puisse être après coup, et on accepte de se faire vivre à Mmh. l'envers de comment nous faisions, c'est-à-dire sans doute à l'endroit de quelque chose. À l'en- Oui, oui. mais Avec cette part, en maintenant cette part de l'ego qui est le bon ego, parce qu'il faut quand même que j'ai mon ego pour pouvoir me dire, je choisis ça. Je choisis de me laisser faire et de m'offrir à la vie. J'ai besoin de l'ego pour faire le mouvement. Et parce que parfois on dit, mais l'ego, aujourd'hui c'est un mot péjoratif, c'est presque une injure de dire l'ego. Non, c'est quand l'ego prend toute la place qu'il devient toxique. Mais il y a le bon ego, effectivement, comme tu dis, l'intelligence, faculté de discernement, de jugement, etc. Enfin, moi je vois toujours l'ego comme l'espèce de logiciel ou d'ordinateur dont j'ai besoin pour mettre en action et en incarnation mon être. Parce que si j'ai pas d'ego, je vais pas incarner mon être. Donc c'est important de garder à l'idée qu'effectivement, mon ego, je vais le mettre au service effectivement de ça, quoi, que pouvons-nous faire d'autre en fait, réellement? Tout le reste ne pourrait être qu'un combat alors, alors si je c'est vois ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'ego, en fait, c'est la partie positive, c'est vraiment la partie désirante, la volonté de l'humain, du vivant qui agit, en fait. Voilà. Il agit. Un animal, il sautille, il joue, il agit. C'est simple. Cette hypertrophie qu'on a laissé avoir à notre ego, plus ces ruptures dans notre histoire de civilisation, où tout d'un coup, on a décidé qu'il fallait qu'on contrôle la vie, qu'on se détache du fait qu'on était partie prenante du vivant. Enfin, c'est tout ça. Et là, ça en boomerang avec un truc minuscule qu'on voit même pas et qui met tout le monde pouf, par terre. Voilà, donc j'ai beaucoup de compassion, mais vraiment beaucoup de compassion pour les personnes qui sont obligées de partir travailler dans des conditions qui les broient intérieurement. Oui. Je trouve que euh, les personnes qui se sentent coincées, c'est odieux, parce que ça peut être pour de vrai, vraiment, c'est-à-dire pas d'autre choix que celui-là, une famille à nourrir, enfin voilà. Et je me sens très privilégiée d'avoir pu l'anticiper et de faire un peu autrement. Mais voilà, j'ai beaucoup de compassion parce que je pense qu'il y a certaines personnes pour qui 2 mois non-stop de matraquage de peur a fait son effet, fait que certains sont vraiment restés dans ces parts les plus anxieuses. Bien sûr, bien sûr. Puis ça parle aussi de tout ce chemin qui a été fait en amont de déjà pacifier nos propres histoires, nos propres blessures, notre enfant intérieur blessé. S'il n'a pas été pris en compte déjà avant de vivre une situation pareille, ben évidemment, lui, il va s'enflammer, cet enfant blessé, il est dans la panique, il est dans la peur et c'est difficile du coup à contrôler. Donc, c'est là où j'ai aussi beaucoup de compassion aussi pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de vivre leur confinement comme elles le vivent ou de le prendre par-dessus la jambe parce que vraiment, chacun fait des mieux qu'il peut avec son histoire, ses moyens, sa conscience. Si on pouvait faire mieux, on le ferait. Effectivement, pour être dans ce qu'on partage là, de pouvoir rester debout au milieu du désastre, euh, certaines personnes parfois m'ont déjà dit ah, mais toi, tu as de la chance, tu as la capacité de. Mais ça me met en colère. Moi, quand j'entends ça, je dis mais vous ne vous rendez pas compte de tout le boulot qu'il y a eu derrière, de ce que ça m'a coûté en énergie, en temps, en argent, de faire ce chemin-là. Ce n'est pas une chance, c'est un courage. Alors oui, on a peut-être cette chance d'avoir un petit ingrédient à l'intérieur qui fait que on avait l'élan de ça et que quelque part on ne pouvait pas faire autrement non plus que d'aller dégager ce qui demandait à être dégagé. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage d'aller voir ses ombres, d'aller voir ses blessures, d'aller voir et puis de mettre l'ego un genou par terre, à dire non, c'est pas toi qui vas continuer à contrôler le truc. Tu vas te mettre au service de la vie. Et
Et Moi, je me souviens d'étapes que j'ai eues comme ça qui ont été très, très, très dures, quoi. Où j'ai été vraiment en négociation, mais vraiment aux grosses armes avec l'ego qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Et c'est dur, ça. je pense que c'est vraiment important ce que tu partages, parce que l'intention de ces échanges, c'est de donner de l'espoir, de dire, ben voilà, dans ces moments-là, dans des moments, et encore, on a des moments, enfin, ils sont ridicules. Je veux dire, ça, si on compare à la Deuxième Guerre mondiale, non, mais Bien sûr. considérer que ce qu'on vit est une catastrophe. Hein. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais bon, bref. L'objectif, c'est de renouer avec la lumière, de porter de l'espoir, de donner envie, de dire, pas moi aussi, je vais y aller alors. Mhm. L'ego qui va quand même essayer d'y aller. Et effectivement, de bien faire comprendre que c'est un chemin et qu'on fait des choix. J'ai des gens Oui. qui m'ont dit, ah ben moi, je suis très installée matériellement, etc. Et en fait, on peut faire des choix de sens, des choix, d'espèce de choix de vocation, d'appel, enfin, on appelle ça comme on veut. Mais dans ce trajet spirituel, il y a un dénuement extraordinaire. Mhm. Il y a un dénuement de son identité d'avant, il y a un dénuement des objectifs, des trajectoires qui ont été pris pour des tas et des tas de raisons. Enfin voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, je ne suis pas confortable, tu l'as pas employé, moi non plus, hein, mais je me permets de l'employer, je ne suis pas confortable avec le mot guerrier de lumière qui évoque beaucoup trop un paradigme précédent et une notion guerrière. Alors pour moi, il y a quelque chose. Alors, ce dont on parle tous les deux là, en, en faisant état du fait que le chemin est quand même pas si simple, c'est un fait, mais je ne le vis pas comme un combat. Mhm. Je le vis comme un engagement. Mhm. Je le vis comme un appel de la vie auquel j'essaie de répondre. Mhm. Comme il y a de la lumière au bout du tunnel, je le sais, j'y vais. Alors oui, ça peut faire mal, oui, il va y avoir des tensions, il va y avoir des tas de choses, mais je ne le vis pas en train de me combattre, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je trouve que cette énergie qui est portée dans le combat ne me semble pas du tout être en phase avec l'intention de la source et le niveau d'amour qui nous est proposé. C'est plutôt effectivement de nettoyer autant que faire se peut, d'aller regarder nos ombres, de les aérer, de les transmuter, mais de faire ça dans l'amour, de faire ça dans l'acceptation, de faire ça dans... Oui, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que l'image qui me vient, moi, c'est plutôt le marathonien, tu vois, qui va porter le flambeau de la flamme olympique, là, hein. Et à guerrier de lumière, je préfère effectivement porteur de flambeau, c'est-à-dire porteur de la ferveur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, chez moi, par le passé, et quand j'étais jeune, était plutôt endormi. Et j'ai eu besoin de faire des rencontres, notamment avec Christiane Singer. C'est toujours elle qui me vient quand je. C'est son contact qui a réveillé la ferveur, qui a réveillé le feu. Mais le feu, effectivement, peut être destructeur, il peut cramer, ou il peut aider à réchauffer. Et c'est juste l'usage à en faire. Et je préfère effectivement ce truc de dire je suis porteur de quelque chose mais que je vais porter aussi, que je ne garde pas pour moi, que je, voilà. Et je crois que c'est le chemin de tout être humain, c'est de porter le flambeau de la vie jusqu'au bout, jusqu'au cœur de la mort, en fait. C'est, parce que si on tombe dans le côté dramatique, on pourrait même se dire, bon, ben, imaginons que cette pandémie, on n'en vienne pas à bout et qu'on va tous mourir. Ben, si on va tous mourir, de toute façon, on va tous mourir. Mais si on va tous mourir, si c'est ça OK, ben voyons comment nous allons mourir alors. Et de la meilleure des... Voyons au moins cette liberté-là, ce choix-là de dire, je peux le mourir en me plaignant et en pleurnichant, ou bien je peux voir comment je vais être vivant jusqu'au bout, quoi. Vivant jusqu'au bout. Et moi, c'est une image qui m'aide souvent quand j'ai des difficultés, c'est vraiment de me dire toujours, ça aussi, ça passera. Ça aussi, ça passera. Et de m'imaginer que je suis sur un tapis roulant, le temps, il passe. Il passe où je le traverse. Ça dépend d'où on regarde. Mais de toute façon, j'arriverai, c'est un truc que je me répète souvent, un jour, ce sera le jour de ma mort. Je vais y arriver. Il arrivera ce jour-là. Donc, de toute façon, à quoi ça sert de me tracasser, de me plaindre de ceci, de cela? Je vais voir comment je vais pouvoir vivre cette traversée
en aménageant de la manière la plus joyeuse possible, même si je suis au milieu de, voilà, voilà, quoi que je vive. Alors, je suis prudent en disant ça parce que je n'ai pas vécu toutes les expériences. Hein. Je m'imagine perdre un enfant. Je ne sais pas ce que je ferais dans ce cas-là, tu vois. Donc, c'est là où il faut toujours être prudent dans ces affirmations. On ne peut parler que de son expérience. Mais en tout cas, tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent, c'est toujours comme ça que j'ai essayé d'aborder les choses, même quand je n'y arrivais pas, en fait. Il y a certains moments, il faut accepter que je suis trop réveillé dans quelque chose de difficile et que c'est ça qui est à vivre. C'est aussi de se placer sur un autre plan et d'accepter qu'on est en permanence dans cette incarnation à vivre deux plans en même temps qui semblent pas aller ensemble. Et c'est vrai que ces deux plans ne peuvent pas se regarder ensemble. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Elles se verront jamais. Et pourtant, il n'y en a pas une sans l'autre, sinon il n'y a pas de pièce. Et bien, la vie d'un être sur Terre incarné, c'est ça, c'est de vivre un plan terrestre qui est hyper injuste. Mais la vie, mais elle est d'une injustice incroyable. C'est dégueulasse. On n'a pas la même hérédité, on n'a pas le même physique, on n'a pas la même famille, on n'a pas. C'est injuste. Et puis, il y a un autre plan sur lequel c'est juste parfait. C'est du papier à musique, comme si chaque âme recevait ce dont elle a besoin là où elle est pour évoluer. Je suis aussi prudent avec ça parce que c'est difficile à lire dans certaines situations, mais moi, je suis en connexion avec ça, avec cet ordre-là, cette espèce d'ordre qu'on ne peut pas voir, mais qui est à l'œuvre, en fait. Il y a une espèce de grand dessin d'architecte qui est magnifique, c'est une perfection absolue, et c'est super quand même, on nous a donné le choix, nous. Dis oui à la vie et tu vivras. Et la majorité du temps, la majorité des gens disent non. Ils croient être vivants en voulant être au-dessus de la vie. Mais dis oui à la vie, tu vivras. Oui, j'ai le choix des couleurs que je vais prendre pour occuper cette pièce-là, ce chemin-là. Mais le chemin, dès que j'essaye d'aller ailleurs avec ma volonté, paf! Et plus tu t'engages dans la vie, plus la claque, elle est rapide. À te remettre sur, j'aime bien l'image d'être sur un billard, tu vois, un flipper, là où il y a la bille, elle doit aller là, quoi. Et on te fait tous les trucs pour que tu y ailles, parce que c'est là ta place, quoi. Et si on voit la vie comme ça aussi, ça. Alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'expérimente, mais je peux être complètement encore à côté de la plaque parce que je ne le saurai qu'après. Mais en tout cas, déjà, ça m'aide à trouver du sens, ça m'aide à trouver du mieux-être, ça m'aide à trouver de la paix, ça m'aide à trouver de la sérénité, à ce mystère qu'est la vie sur Terre. Mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc qu'on est venu vivre? Je ne parle pas de la situation actuelle, je parle de la vie en général. Mais c'est quoi ce truc de nous avoir mis en vie pour nous laisser mourir? Et pourtant, il faut le vivre, ce mystère. Et c'est en le vivant qu'il se révèle peu à peu et qu'il est goûteux à vivre, quoi qu'il se passe finalement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est douloureux dans certains propos quand ils ne sont pas apportés en délicatesse en fonction de ce que vit la personne. Mmh. Par exemple, il y a cette expression où tout est parfait. Mmh. Évidemment que quelqu'un qui va être pris dans cette dimension uniquement de premier niveau de l'incarnation et qui est pris par un handicap, par une injustice, quelle qu'elle soit, une souffrance épouvantable, en train de mourir de faim, enfin peu importe, on va pas lui... c'est le choix de ton âme et c'est parfait. C'est tellement odieux et violent que c'est insupportable. Par contre, si la personne, et on voit bien que des gens dans toutes les situations accèdent à la lumière, je pense à Alexandre Jolien, quel parcours il nous offre cet homme, enfin, lui comme d'autres, Christiane Singer avec son cancer, enfin bon. Voilà, donc, quand la personne on sent qu'il y a cette appétence, cette ouverture possible vers une autre chose, alors là, on peut entendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mmh. Quand tu entends là où c'est parfait et moi je suis à moitié mourant, bon. Mais
Voilà. Et à partir de ce moment-là, une espèce de soif, voilà, on se sent appelé par quelque chose d'autre. Et l'idée, c'est de pas s'en échapper, parce que ça serait une erreur. C'est plutôt de déguster ce qui est donné dans l'ici et maintenant. Et comment cette grande lumière, cet amour infini, vient colorer les petites choses du quotidien. Et que si, puisque tu parlais de notre condition humaine qu'on a juste oublié, sinon on n'aurait pas fait de confinement. Enfin voilà, on va tous mourir à un moment. La seule chose qui nous est donnée, ça serait éventuellement la date. C'est ça qui affole. Mais sinon, il est où le problème? Bon, c'est pour ça que pour moi, depuis le début, j'ai aucune peur parce que je dis quoi, je vais mourir? Bah oui, c'est fait. Voilà, ça va bien arriver un jour. Donc la question, c'est plutôt je me dis, est-ce que si demain matin, je sais que je meurs, est-ce que je regrette quelque chose? Alors, évidemment qu'il y a une partie de moi, la dimension de voyage qui me manque parce que j'ai tellement un émerveillement à découvrir les lieux, les gens, les personnes que si demain matin je me dis je m'en vais alors que j'avais encore 452 000 endroits où je voulais aller, évidemment que j'aurais une petite tristesse. Mais quelque part, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je converse avec toi au lieu de faire je ne sais pas quoi d'autre? Mais ça procède d'un choix. Donc demain matin, c'est pas grave si j'ai pas fait ceci, cela, goûté ça, fait 3 semaines de confinement en méditation. Peu importe, ce que j'ai fait, je l'ai fait en choix, en accord profond avec moi et avec ce que je crois que la vie m'a agi. Et du coup, je suis joyeuse comme tes fleurs à toi là. je me sens bien de ça. Et si là tout de suite maintenant, je suis dans un regret extraordinaire de ne pas aller marcher dehors, eh bien, nous finirons notre conversation et j'irai. Tu vois, donc, je pense que comment cette lumière abondante, infinie, cette perfection, cet amour infini peut colorer notre incarnation pour lui donner des saveurs dans toutes les petites choses. Et alors là, on est émerveillé tout le temps, même quand ça pique, même quand ça fait mal. Oui. C'est vrai, et cette question de se dire, tiens, si demain c'est mon dernier jour, quels seraient les regrets? La question n'est pas de se demander, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas faites? Est-ce que j'ai osé être qui j'étais? Et est-ce que j'aurais un regret de ne pas avoir pu être suffisamment libre de révéler, de rayonner ça? Et moi, si j'ai une peur, elle est là. J'ai pas une peur de manquer des choses, de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais eu envie de faire, parce que j'ai plein de projets, tu vois, je suis loin d'être à la retraite, mais c'est de me dire, c'est le fameux truc là, tu vois, qu'on vient te poser la dernière question, qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de tes talents? Et c'est pas dire que je dois faire des choses pour le monde, c'est est-ce que j'ai été, est-ce que j'ai pu être, est-ce que j'ai pu dégager un espace de liberté à un moment donné pour pouvoir être jusqu'au bout de mes ongles qui je suis? Et c'est ça plutôt pour moi la question existentielle. Et je crois qu'en fait que c'est par là que ça se passe parce qu'on entend quand même beaucoup de témoignages de personnes en fin de vie dont les regrets vont dans ce sens-là en fait. Les regrets vont dans le sens, si c'était à refaire, j'aurais passé plus de temps, j'aurais aimé plus, moi, je me souviens de mon père, quelques mois avant de partir, qui tout à coup nous a surpris dans une conversation à dire à un membre de la famille, eh ben moi, j'ai un regret dans ma vie, si c'était à refaire, j'aimerais plus. J'aimerais plus. C'était hyper touchant, tu vois. Et en même temps, c'est beau parce que là, c'est déjà toucher quelque chose qui se rend perméable à une conscience et qui se libère. Donc, c'est ça qui me préoccupe. C'est ça qui me préoccupe. Et je crois que quand je suis triste ou que j'ai des moments de découragement, c'est les moments où je sens que je n'ai pas l'énergie à mettre à cet endroit-là de continuer à dégager pour libérer, quoi, pour libérer. Et je sens que pour le moment, c'est un peu un moment comme ça, tu vois. Ce confinement, je l'ai vécu très en retrait. Et puis là, c'est comme si la vie venait me chercher. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai eu cette impression d'être chez moi. Il n'y a qu'une porte de sortie, là, mon appartement. Et je me dis, mais il n'y a qu'une porte de sortie. Et ils sont tous derrière en train de m'attendre. Je ne vais pas pouvoir y échapper, mais au secours!
Et je me sens comme un peu acculé, effectivement, pour le moment, à dire, bon, allez, en plus, tu vois, j'ai un truc qui s'appelle les architectures invisibles, donc c'est pas mal, hein, pour se camoufler, pour se planquer, c'est l'idéal, quoi. Mais non, il y a quelque chose pour le moment qui est, allez, mon ami, il va falloir y aller. Et c'est peut-être, oui, tu peux être dans ta grotte, comme certains méditants, hein, qui vont se cacher dans la montagne, et puis ils y sont super bien. Et quand ils descendent faire leur marché, ils se disputent avec la cité, quoi. Bon, c'est ça l'incarnation aussi. Et c'est vraiment toujours, c'est un truc que j'utilise souvent, cette image du lemniscate, là, du 8. C'est la santé, elle est dans l'équilibre, quoi. Il y a un temps pour la grotte et un temps pour la cité. Trouver cet équilibre. Donc j'avais besoin de ce temps dans ce confinement, et puis maintenant, je sens qu'il y a autre chose qui s'amène. Je sens que ça s'amène, mais je ne sais pas quoi. Je propose une respiration de quelques minutes pour rencontrer On ouvre la porte. Ça te va? D'accord. Je te propose de repartir sur le moment où nous ouvrons la porte. Donc, tu avais commencé à en dire des choses. Comment est-ce qu'on ouvre la porte à ce qui est? Voilà. Donc, Ah, quelle question. Question qui me fait remonter du coup dans essayer de comprendre le processus que j'ai vécu un peu de manière un peu spontanée. Vraiment, moi, je le vis vraiment comme un truc énergétique, hein, comme je le disais tout à l'heure, de sentir qu'il y a un moment où, dans le repos, l'énergie est quasi à l'arrêt, et puis qu'il y a un moment où elle se met à bouger. Et je crois que j'ai d'abord senti ça. J'ai d'abord senti que, voilà, ça suffit là maintenant d'être au repos. Il y a quelque chose qui appelle à mobilisation. Et ça, c'est créateur parce que du coup, comme l'énergie change de niveau, change de fréquence, évidemment, ça appelle quelque chose dans le monde. Et là, on vient frapper à ma porte. Et on me demande ceci, on me demande cela, solliciter là, solliciter là. OK. Et je réponds à ça. Et là, c'est de voir, tiens, qu'est-ce qui fait écho à cette énergie qui se met en mouvement? Est-ce que l'interpellation là est dans le sens de mon élan? Mais je crois que de plus en plus, au plus tu es au clair avec ton énergie, au plus tu travailles ça justement par ce ressourcement, par la méditation, par plein d'approches qui te permettent de travailler ton taux vibratoire, les sollicitations viennent rencontrer la même fréquence. Je suis de moins en moins sollicité à des choses que j'ai pas envie de faire. Alors que c'était pas mal le cas des années précédentes où j'avais des sollicitations juste parce que j'avais une étiquette de formateur CNV, par exemple, ou des choses comme ça. Et on venait me demander des trucs qui n'étaient pas moi. Et je le comprends aujourd'hui, ça, je me dis, mais j'étais pas encore suffisamment, j'avais pas encore suffisamment activé mon taux vibratoire d'être. Et du coup, ben, il y avait de la place pour plein de choses qui venaient à moi. À partir du moment où tu es de plus en... Et je dis ça avec le plus de modestie possible parce que je ne voudrais pas paraître présomptueux de dire moi je suis aligné, j'ai une fréquence, machin, c'est pas du tout ça mon propos. Mais, mais, mais c'est vrai que quand tu actives le cœur et que de plus en plus tu es dans le cœur, dans cette vibration-là, mais c'est clair pour l'univers. Ça répond à cet endroit-là, quoi. Et donc voilà, le mouvement s'est mis, le sortir de ma... Alors c'est un peu comique quand même parce que je sors de ma grotte tout en restant à l'écran pour le moment. C'est encore avec ce déconfinement, parce que nous ici en Belgique, on commençait à être déconfinés. Juste ce qu'on peut faire de plus par rapport à avant, c'est de faire du kayak à deux. Donc je ne fais pas mes formations en kayak encore. Donc je suis encore un peu confiné, mais ce sont quand même les prémices aussi de ce qui peut venir après, de retourner dans le monde autrement. Et je sens en fait que même si je refaisais la même chose, même si je refais les mêmes séminaires ou les mêmes propositions, ça ne sera plus avec la même portée. Ça ne sera plus avec la même énergie, ça ne sera plus avec la même volonté. Il y aura même plus de volonté. Il y aura il y aura juste de la proposition, voilà. Il n'y aura plus rien à sauver en fait. c'est une vraie question
comment être au monde sans sauver. Alors, le modèle du triangle dramatique avec victime, persécuteur, sauveteur, plein de gens le connaissent par cœur. Je pense qu'il faut à peu près toute une vie pour s'en départir. Euh, Parce que, voilà, ce dont tu parles, c'est si je suis tout le temps, chaque jour, un peu plus en chemin vers ma transformation, à chaque fois, de ce point d'où je suis devenue, je rayonne différemment. Et c'est transformatif. On a cette notion d'architecture invisible en commun. Enfin, toi, c'est ta marque. Tu fouilles dedans depuis un certain nombre de temps et avec délectation pour essayer de rendre visibles les clés du fonctionnement, etc. C'est pas parce que les choses ne sont pas visibles qu'elles ne sont pas opératives. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, la question, c'est, voilà, je me mets au travail, je ne mets pas en volonté, en acceptation de ce qui m'est proposé, comme cette décision dont je te parlais tout à l'heure, là, cette déchirure dont il faut que je m'explique avec les personnes avec qui je suis en lien. Et c'était extraordinaire, c'était vraiment non. J'ai bon, d'accord. Mais c'était pas douloureux, hein, mais c'était ferme, définitif. Il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Et donc d'accueillir ce qui va être, parce qu'évidemment, il y a des parties de soi qui sont affolées. Enfin, elles ne savent pas où, hein, on ne sait pas où on va. Il n'y a plus le modèle d'avant, etc. Donc je dis non, c'est le contraire de tout ce que tu avais dit. Eh ben c'est pas grave. Si la vie te décide ça, c'est qu'elle a raison. C'est quelque chose à finaliser, à réconcilier, à réunifier avant de revenir au monde encore autrement. Et quand tu parles du travail, enfin des activités professionnelles impliquant des euros, hein, faire un truc comme ça, c'est vrai que c'est un véritable déconditionnement. C'est-à-dire que là, moi, je vois en affirmant clairement ce qui décide de s'afficher, puis donc la vie, tu sais, c'était comme si, tu sais, quand tu as un animal dans le dos qui te pousse, là, ben c'est pareil. D'accord, ok, c'est bon. Et c'est tous les déconditionnements. C'est oui, mais mon salaire, il me venait de telles prestations et trucs. On s'en fout. Et c'est vrai qu'objectivement, je vois bien qu'il y a de la dynamique, qu'il y a du flux qui prend une autre forme. Et ben voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et ça nécessite de vraiment s'observer tout le temps pour vérifier qu'il n'y a pas des vieilles catégories qui restent accrochées. Je parle même pas je parle même pas des rôles sociaux et tout ça. Non, des catégories qui associent telle chose avec telle chose avec telle chose et qui font un raisonnement linéaire et logique. Et la vie qui fait un grand bins là-dedans en disant laisse-moi faire. Tu vois, il y a longtemps, je me suis dit ce qui est important, c'est de se dédier et de lâcher. C'est la vie qui sait sur le comment. Moi, je sais quoi. Je pense répondre à ma mission d'âme. Je sais pourquoi je suis appelée. Et alors, le comment, je lâche. Voilà. C'est vraiment le aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. On n'a rien inventé. En fait, tout était déjà écrit au début de la création. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas être le bec ouvert dans mon salon non plus, quoi. C'est je fais ma part et puis j'ai à m'en remettre à plus que moi. On l'appelle comme on veut, mais l'intelligence de vie, la vie, Jésus. Mais c'est ce qu'on a peu à peu délégué. En fait, on n'a plus laissé une place vide à côté de nous. Pour que la vie aussi s'invite. Et ça, on le voit très bien en intelligence collective, combien c'est important qu'il y ait une place vide pour que la vie aussi soit à l'œuvre entre nous. Et l'homme a voulu imposer ses lois au-dessus des lois du vivant, et donc c'est le gros bordel. Et c'est tout ce qu'on a à faire, je crois. S'il n'y avait qu'une seule chose à faire, je crois, c'est de récupérer notre confiance en la vie, quoi. Notre confiance en la vie. Et j'aime bien cette phrase qui dit, je ne sais plus où elle est dans la Bible, je crois, dans la Bible, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. Et le nombre de fois que je me dis, mais purée, je n'ai même pas la foi comme un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est rien du tout, quoi. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est... comment la vie pourrait me laisser tomber ?
comment la vie pourrait me laisser tomber? Normalement, une mère qui souhaite un enfant, il y a plein de mères qui ne les ont pas souhaités et qui sont maltraitantes peut-être, mais une mère qui souhaite donner la vie à un enfant, comment est-ce qu'elle pourrait après s'en prendre à cet enfant, le laisser tomber, le lâcher? Mais la vie qui nous a créés ne nous laisse pas tomber. Et souvent, j'essaye de me rappeler, quand j'ai une épreuve ou quoi, je me dis: «Ah, mais là, j'ai dû laisser tomber la vie quelque part en chemin. C'est pas elle qui m'a laissé tomber et elle vient me rechercher avec une épreuve. Elle nous aime en permanence, quoi». Et de vraiment toujours se remettre dans cette confiance et je crois que les peurs et toutes les émotions, elles sont là pour nous aider justement à grandir encore plus là-dedans. Au début du confinement, j'ai eu des peurs de manque d'argent, OK, et que j'ai très vite dans la journée transformé en disant: «OK, OK, OK. Je vois bien le truc, merci. Je dois remettre une pelletée de foi dans ma chaudière de confiance en la vie, ben, je vais travailler ça. Allez, je médite et je m'en remets à la vie». 2 heures plus tard, j'avais un mail qui me proposait de l'aide. C'est magique, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on a à faire. Si, tu vois, on peut prendre les choses sous le terme de il faut faire un travail sur soi, un terme que je déteste, travailler sur soi. Hein, ça paraît laborieux et c'est vrai que ça l'est à certains moments et c'est vrai que ça demande du courage. Mais est-ce que nous pourrions aussi transformer ça en passion? Mais c'est passionnant ce jeu. C'est pas oh là là, mon Dieu, mais je découvre encore une ombre, c'est horrible. Mais non, c'est ah, mais c'est génial, j'avais pas vu moi ce truc-là. Tiens, mais super, merci de m'avoir montré ça. Merci, toi l'emmerdeur sur ma route, parce que tu m'as montré ça. Et vraiment, tu es un partenaire d'évolution. Plutôt que de dire, mais c'est quoi là, ton insulte? Est-ce que tu t'es déjà regardé? Tu vois, d'en faire un jeu, en fait, d'en faire une passion, ce qui n'empêche pas la douleur à certains moments, les écueils, etc. Mais transformons ça aussi, en fait, parce qu'autrement, développement personnel, collectif, etc., ça peut paraître laborieux. Ça me donne envie de rebondir sur un propos que tu as eu là sur la notion d'épreuve. En fait, ça se transforme en épreuve tant qu'on n'a pas vu les signes avant-coureurs. C'est-à-dire que la vie, elle a entendu en fait notre soif d'âme, Mhm. consciemment ou pas. Mhm. Et en tout cas, elle répond à ce que notre âme a décidé de venir vivre en venant nous incarner. Sauf que c'est comme si on avait eu une gomme au départ et on a loupé le machin, on l'a perdu. Bon, puis des fois on s'en rappelle. Et donc, pour retourner vers la source et pour revenir dans cette harmonie avec la vie et cet amour-là et cette confiance-là, eh ben, elle nous met des petits signes pour dire tu te trompes là, tu voulais aller par là, mais tu vas par là, donc je te donne un petit signe. Et c'est là que notre ami l'ego arrive avec ses petits bras musclés parce que non, j'ai pas vu. Et donc, c'est parce que nous avons refusé tous ces signes qui ne faisaient que grossir qu'à un moment donné, ça devient un mur et effectivement, là, on le vit comme une épreuve. Mais est-ce qu'on avait entendu avant? Pareil, dans la version, dans ceux qui sont beaucoup dans le travail, les work alcooliques, en général, la vie leur donne des petits signes et comme ils n'arrêtent pas, un jour, boum. Oui, voilà. Donc la question, c'est qu'effectivement, on s'arrête à l'épreuve, mais est-ce qu'on a regardé tous les petits cailloux avant? Quand on continue ce chemin d'évolution, on va être au contraire attentif à ces signes. On va dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Et comme on les écoute tout de suite, beaucoup plus tôt, ça fait pas mal, ça fait plus mal. Ceux qui freinent des cas de fer en ne voulant pas faire... alors là, pour le coup, ce travail dans le sens de cet opéra, c'est-à-dire comment je travaille ma matière pour que ça devienne une œuvre, voire un chef-d'œuvre, on ne sait jamais, en tout cas le chef-d'œuvre de moi-même, vis-à-vis de moi-même, cette révélation de mon être, eh bien, voilà, ça fait mal que parce que je résiste en fait, et parce que je me suis aveuglée dans cette conscience dont on parlait tout à l'heure, cette ouverture maximale. Je regarde, je dis oh, mais comme c'est formidable, merci. Et du coup, ça me mettre en colère, je me mets en colère, j'ai pas pu ne pas me mettre en colère, c'est fait. Mais par contre, j'ai la liberté de pas y rester coincé des jours, quoi. C'est ça. C'est sidérant parfois de voir à quel point nous avons plus confiance au tableau de bord de notre voiture qu'aux signaux de notre corps.
Si la jauge à essence clignote, je réfléchis pas, je vais faire le plein tout de suite. Quand il y a des signaux, ça y est, c'est clair. Et là, notre véhicule d'incarnation, on l'écoute pas, quoi, le tableau de bord. Alors qu'en permanence, il nous indique OK, pas OK, attention, danger. Et comme s'il y avait une peur d'aller rejoindre ce qui est là, vraiment derrière, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a toute une métamorphose de l'esprit aussi, hein, à entreprendre par rapport à ça dans sa conscience. C'est vrai, quand j'ai des tristesses qui viennent, avant, j'aurais plus été à dire oh là là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, je me dis tiens, mais c'est quoi qui cherche à aller mieux là? L'idée, c'est pas d'aller voir ce qui ne va pas, c'est de voir si ce qui ne va pas, c'est le signal. Donc il y a quelque chose derrière, il y a de la vie qui cherche sa route derrière, quoi. Et ça, de le voir aussi dans les relations, c'est plutôt, tu vois, quand l'autre me montre un comportement, ben ok, j'aime pas ce comportement, mais si je regarde ce comportement, c'est ça que je vais faire exister du coup. Est-ce que je peux regarder derrière, mais ce comportement, il cherche à dire quoi, quoi? Qui se cache derrière, quoi? Ne fût-ce que déjà d'être dans cette perspective-là, sans nécessairement passer à l'acte. Mais déjà, si voilà, on pouvait déjà se regarder un peu tous comme ça créerait déjà un autre monde, hein, de se dire, ok, c'est aussi derrière ce comportement. Cette personne n'est pas ce comportement. C'est ça. Cette personne ne peut pas faire autrement pour le moment que de passer par là pour essayer de s'en sortir avec ce qui se passe pour elle. Ce qui ne veut pas dire que je vais laisser tout faire et tout subir non plus. Mais est-ce qu'on peut se mettre dans cette dimension du cœur là, quoi, qui n'est pas toujours facile, hein. Je suis le premier à le dire, hein. Il y a des gens qui me font bosser. Très bien, merci, j'en ai encore besoin. Mais c'est passionnant quand on a entamé ce parcours-là. Bon, il faut se reposer aussi un petit peu de temps en temps, hein, parce que il faut profiter un peu des paliers, hein. Mais c'est un jeu qui est tellement passionnant que tu te dis, mais derrière, il y a encore autre chose, et derrière, il y a encore autre chose, et j'en viendrai jamais au bout, puisque de toute façon, c'est un mystère. Et c'est de vivre ce mystère. Tu es en train de vivre un grand mystère, et sincèrement, au milieu de tous ces discours, de toutes ces... Je crois que personne ne sait. Personne ne sait. On va juste le vivre, et on verra. Je te propose peut-être d'aller vers ce moment de conclusion de cette conversation. Si tu avais quelque chose à dire pour clore cet échange, qu'est-ce que ça serait? Moi, j'ai un défaut, hein, c'est que j'ai du mal à être synthétique. Et là, tu me demandes de l'être. Donc, tu me demandes de grandir en qualité, du coup. Le maître mot, c'est l'amour. Le maître mot, c'est l'amour. Pour moi, c'est de, quoi qu'il se passe, quoi que je vive, moi, au niveau individuel, quoi qu'on vive au niveau collectif, quelle que soit la situation du moment, pour moi, c'est toujours de revenir, de me dire, allez, remets-toi dans ton cœur. Remets-toi dans ton cœur. Reviens à la maison, quoi. On est tout le temps dans l'incarnation entre dehors, dedans, happé par l'extérieur. Reviens à la maison, sans cesse revenir à la maison et toujours repartir de la maison. Ce serait ça pour moi ma conclusion, c'est de... Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, disait « Ne faites plus rien si ce n'est par jeu et par élan ». Moi, j'aurais envie de dire « Ne faites plus rien si ce n'est par amour ». Tout le reste n'est que gaspillage. Voilà. Quelle serait ma conclusion? Et j'espère pouvoir en faire une épitaphe, peut-être un jour. Voilà. De dire, si j'avais une épitaphe, ce serait il a tout fait pour essayer d'aimer. Promis, je te l'écrirai quelque part. Et toi, c'est comment? Moi, c'est comment? D'abord, c'est délicieux de t'avoir entendu et d'avoir eu cet échange. Merci, parce que c'est goûteux malgré l'écran. Il y a quelque chose de dense et je me réjouis que tu aies bien voulu sortir de ta grotte et prendre un petit peu de temps pour nous et pour les personnes qui auront la curiosité de nous écouter. Donc, vraiment merci parce que
Sur ma liste, j'ai pas eu envie de l'envoyer à grand monde, en fait. Voilà, parce que donc si je reviens sur quoi, je termine, ce que tu as dit, c'est de se dédier à l'amour. Enfin, je le fais avec mes mots. Mmh. Oui, parce que, Mmh. nous sommes dans ces moments de connexion à l'amour, c'est tellement, jouissif, pas uniquement dans le sens, habituellement sexuel du terme, mais jouissif au sens du cantique des cantiques. C'est-à-dire que je me sens tellement en expansion qu'effectivement tout le reste est dérisoire. Mmh. J'ai quelques millions d'années de vie derrière moi, de milliers d'années de vie de conditionnement, puis de mes propres années à moi de conditionnement. Et j'entends bien que c'est pas toujours à cette qualité vibratoire dans les actes du quotidien. Mais j'ai la chance, je suis très heureuse d'avoir trouvé le mode d'emploi pour y aller. Et ce que j'ai envie d'offrir aux personnes, c'est de dire ayez confiance, ouvrez votre cœur et le mode d'emploi va arriver. Mmh. Voilà, donc vraiment de se dire le plus beau cadeau, c'est d'accepter de s'ouvrir. Mmh. D'oser s'ouvrir à cet inconnu qui est la vie que nous ne maîtrisons pas, de la recevoir et en la recevant, de découvrir qu'on est connecté à l'amour et Mmh. pas plus beau que ça. Et j'ai bien entendu dans les quelques fois où nous avons partagé ensemble que je t'entends être dédiée à l'amour. Voilà. Mais oui, Et, il va falloir que je finisse par l'admettre. sur ce joli chemin d'apprendre tous les jours de sa vie à ce que les actions soient nourries par l'amour et permettent d'aimer. Oui, effectivement. Et de faire le chemin pour récupérer tout notre droit divin d'aimer, toute notre capacité d'aimer. Nous l'avons tous. Nous l'avons perdu en chemin et nous avons besoin de moments comme peut-être celui-ci pour récupérer un peu de cet espace. Mais merci pour cet échange, Christine. Merci de m'avoir invité, de m'avoir convié à cet espace un peu d'émergence, en fait. C'est ce que j'adore faire, en fait, c'est de ne pas avoir de plan prédéfini d'être perméable à la vie, parce que c'est ça que nous avons un peu créé, c'est d'ouvrir un espace où, voilà, il y a un peu de notre volonté, et puis il y a la vie qui passe. Et merci de l'avoir laissé passer entre nous comme ça.